Des informations intéressantes font surface en lien avec l'injection expérimentale. Depuis l'année 2020, on a eu la période qu'on a dite de pandémie dans les médias de masse. Et il y a eu une censure qui a été très présente dans le sens que tous les gens qui osaient remettre en question, par exemple, le bien fondé de l'injection expérimentale, les mesures sanitaires ont été étiquetées d'une manière très péjorative. Il y a eu beaucoup de censure sur le web. Et le point que je veux faire en cette année 2024, c'est que présentement, il y a des informations pertinentes parce que c'est pas parce qu'on n'en parle plus dans les médias de masse que la saga en lien avec l'injection expérimentale pour faire face à la période qu'on a dite de pandémie n'est pas terminée. Et peut-être que ça va être au cours des prochains mois ou des prochaines années qu'on va pouvoir avoir accès à des éléments qui vont être de plus en plus présentés sur le web. Donc, je veux attirer votre attention aujourd'hui, entre autres, sur une vidéo qui est diffusée sur YouTube. Donc, ça fait plusieurs jours, donc environ un mois qui est sur le web. Et c'est ce qui m'a amené, entre autres, à décider de vous en parler. Vous pouvez la voir à l'écran. Donc, c'est de Réinfo Québec, que je trouve très intéressant, là, l'information qu'elle diffuse, là, cette chaîne YouTube en lien avec tout ce qui concerne la période qu'on a dite de pandémie pour démystifier certaines choses. Et il y a le docteur québécois, Patrick Provost, qui a pris la parole. Et le titre, quand même, de la vidéo est fracassant. Décès liés à la COVID en 2023. Ils étaient à 97,1%. Donc, adéquatement, j'ose utiliser le terme injecté. Je me garde encore une petite pudeur. J'ai vécu de la censure. Moi, ma curiosité, c'était de voir combien de temps la vidéo allait durer sur le web. Ça fait plusieurs jours que j'avais envie d'en parler. J'ai dit, je vais attendre un peu. Ça a l'air qu'il y a moins de censure par rapport à des gens qui présentent un regard critique par rapport à l'injection, mais tout de même, il y a peut-être un changement de ton qui s'opère présentement. Ça reste à voir. Mais le point que je veux faire, c'est que ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est qu'il est question qu'une personne qui a 3 doses et plus par rapport à l'injection expérimentale, ce qui arrive, c'est que par la suite, lorsque la personne est exposée au virus, c'est que s'il y a de nombreuses doses, ça crée un effet d'habituation de l'organisme, ce qui fait en sorte que l'organisme est tellement habitué de voir le virus qu'il n'y a pas comme réflexe de le combattre, de voir comme une menace externe. La problématique qui est abordée en lien avec ce propos dont il est question dans la vidéo, c'est que des gens peuvent développer des formes graves du virus, la maladie qui s'y rapporte, parce que le corps ne va plus le combattre par effet d'habituation lié à l'exposition au virus à travers des injections multiples. Donc, ce que ça veut dire, aussi ce qui est intéressant de voir ça, c'est que à travers la vidéo, c'est qu'il est question que les gens qui sont adéquatement injectés meurent davantage du virus que ceux qui ne sont pas. Chiffres à l'appui qui proviennent du site Internet du ministère de la Santé du Québec. Et là, vous voyez dans la vidéo, si vous regardez à l'écran, vous voyez le docteur Patrick Provost, qui est quand même un professeur de l'Université Laval à Québec, qui, dans le fond, aborde ça d'une manière très sérieuse et s'appuie sur les chiffres du gouvernement. Donc, puis là, la vidéo est toujours sur YouTube, donc je vais vous mettre naturellement le lien web là, s'y rapportant, ainsi que les autres liens auxquels je vais faire allusion dans les prochaines minutes. Donc, j'ai l'impression que là, l'information circule plus là, par rapport à ça. Donc, c'est quand même important ce qui sort comme information, c'est-à-dire que ceux qui sont adéquatement injectés, ben, ils ne sont pas davantage protégés des formes graves par rapport au virus. Donc, c'est ce qu'on nous vendait il y a quelques années en disant que les gens qui sont adéquatement injectés, ils vont peut-être l'attraper pareil, mais ils n'auront pas les formes graves. Or, selon les informations présentées, c'est pas le cas. Donc,
C'est un narratif totalement différent de celui qui était présenté dans les médias de masse lorsqu'il y avait la promotion à l'unisson de la thérapie injectale, là. Donc, dans le discours monolithique médiatique qu'on a connu, où il y avait un seul discours, une seule vérité, puis tous les gens qui allaient à l'encontre de ça, étaient excommuniés médiatiquement, ils étaient désavoués, ils étaient tués symboliquement, ils étaient mis au rancor, ils étaient exclus de la société. Donc, le Dr Provost, eh bien, il a été suspendu de l'Université Laval, donc par rapport à certains propos qu'il a tenus. Donc, il y a un prix à payer à tout, naturellement. Et il y a cette vidéo-là que je trouve intéressant. Ensuite, j'ai été surpris. Moi, je pensais que c'était une fausse nouvelle, que c'était un blague qu'on faisait. Il y a une personne qui m'a partagé via Facebook cet article du Journal de Montréal. Il a fallu que je clique dessus, je le vérifie que c'était bel et bien sur le site du Journal de Montréal parce que je n'en croyais pas mes yeux. Donc, l'article dit ceci: une vaste étude mondiale confirme le lien entre les contre le 19 et de potentiels problèmes de santé. Donc, si vous le lisez à l'écran, le titre de l'article, puis il est question qu'une nouvelle étude internationale sur les traitant la plus importante à ce jour a fait le lien entre cette inoculation et les risques accrus de certains effets secondaires indésirables tels que la myocardite et le syndrome de Guillain-Barré. Et là, c'est le Journal de Montréal. C'est précisément eux, avec Richard Martineau, avec ensuite Madame Bombardier, tout ce beau monde-là là, qui faisait la promotion. Oui, c'est sécuritaire l'injection, tout est correct. Puis ils traitaient de covidio les gens qui ne se faisaient pas injecter ou de complotistes. Ils ont insulté un paquet de personnes, puis finalement, le même journal sort cette information-là. C'est drôle, hein? Avec le temps, ça peut changer de direction. Donc, il y aura peut-être d'autres informations qui sortiront éventuellement. Mais c'est sûr que peut-être que pour se donner de bonne conscience, ils ont dit « on en a parlé ». Ouais, mais c'est que ce qui est arrivé dans les dernières années, les gens de la population ont été manipulés pour adhérer à un narratif. J'ai tout vu ça avant que ça se déroule, l'opération en lien avec la thérapie injectale puis la propagande par rapport à ça. Je m'intéressais aux manipulations médiatiques. Pendant la période promotionnelle où on faisait du chantage, on a menacé des gens du domaine de la santé de perdre leur travail s'ils ne se faisaient pas injecter, ainsi de suite. Je regardais tout ce qui se passait. Et là, présentement, je regarde encore en lien qu'est-ce qui se passe parce que la saga associée à la thérapie injectale n'est pas finie. Et on aura peut-être des rebondissements spectaculaires dans les prochains mois, prochaines années, ça reste à suivre. Sinon, en fait, pour en revenir à l'une de mes sources intéressantes d'informations que je trouve là, sur le web, c'est sur YouTube, c'est par rapport à Réinfo Québec. Ils ont sorti des vidéos. Dans une, c'est la surmortalité au Canada, au Québec. Pourquoi personne n'en parle? Puis la même chose, une autre vidéo, même concept là, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, présentement, il y a de la surmortalité. La vidéo est faite d'une manière intelligente. Dans le sens que, en tout cas, vous pourrez la regarder, là, c'est que si vous lisez entre les lignes de la vidéo, vous pouvez avoir une idée, d'une hypothèse de qu'est-ce que peut amener la surmortalité qu'on connaît depuis les dernières années, mais ils font pas le lien directement par rapport à la cause. J'imagine qu'ils ne veulent pas être censurés, mais si c'est un peu comme une scène de crime, vous regardez tous les détails, ça pointe vers quelque chose qui a pu amener ça, mais peut-être qu'on en parlera éventuellement ouvertement dans quelques mois, mais le terrain est placé. Il se passe présentement des choses particulières. Et c'est sûr que, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Moi, je suis content que mon discours n'a pas changé au fil des ans, dans le sens que la différence du Journal de Montréal, que vous voyez que là, ça change. Il disait que la substance, là, la thérapie injectable, c'est sécuritaire, on en faisait la promotion, etc. Là, le discours change un peu, là, tu sais. Moi, mon discours, tout le long, a été celui-ci. Quelqu'un qui prend une substance
injectable ou tout autre traitement médical doit donner un consentement libre et éclairé. Or, si la personne ne connaît pas les effets à moyen ou à long terme d'une substance, la personne ne peut pas donner un consentement libre et éclairé à prendre ça parce qu'il ne sait pas ce que ça va avoir comme impact sur sa vie. Et au niveau du code de déontologie, parce que quelqu'un qui pratique la médecine, que ce soit au Québec, en France ou peu importe dans quel pays, il doit respecter une éthique professionnelle. Donc, pour donner, par exemple, amener un médecin à donner un consentement à un patient libre et éclairé, mais si le consentement est libre, c'est qu'il ne prend pas la substance sous la menace de se faire, par exemple, enlever des droits de citoyen, parce que je pourrais raconter ça quand je vais être plus vieux, dans le fond, à ma fille. Ma fille est âgée d'1 an. Je vais lui expliquer que pendant la période dite de pandémie, moi, vu que je n'étais pas un citoyen injecté, je n'avais pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit d'aller au restaurant, pas le droit d'aller dans certains commerces, pas le droit de me faire couper les cheveux. Donc, j'ai été ostracisé par un système étatique et, dans le fond, j'ai connu l'apartheid sanitaire. Donc, il y a des gens qui parlent qui ont connu l'apartheid en Afrique du Sud, qui ont subi ça. Donc, des gens qui ne pouvaient pas aller au restaurant, pour des raisons de couleur de peau. Mais moi, j'ai connu l'apartheid sanitaire au Canada. J'ai connu le couvre-feu à 20h, etc. Donc, toutes des mesures de contrôle, de manipulation. Et c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, ça va être de voir l'impact de cette thérapie injectable-là sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Où les gens n'ont pas donné un consentement libre parce qu'ils étaient sous la menace. Prenons un employé de la santé qui s'était fait dire au Québec que si à partir de telle date, tu n'es pas adéquatement injecté, tu ne pourras pas rentrer travailler. Finalement, ça ne s'est pas actualisé parce qu'il aurait trop manqué de membres de la santé, mais quand même, c'est une forme de manipulation. Donc, un consentement libre, il y a plein de monde qui n'ont pas été libres parce qu'on leur faisait menacer de perdre des droits de citoyens, comme par exemple d'aller au restaurant, etc. Puis éclairé, c'est-à-dire en connaissance de cause, dans le sens que si tu ne connais pas les effets à moyen ou à long terme d'une substance que tu prends, tu n'es pas éclairé sur la situation, tu ne peux pas voir clair. Donc, des médecins qui ont amené des dizaines de milliers, voire des millions de personnes à se faire injecter une substance, si ces médecins-là ont dit que la substance était sans risque, mais qui n'ont pas étudié les effets à moyen ou long terme de la dite substance sécuritaire, ils ont un problème. Et moi, dans mon étude par rapport à tout ça, parce que c'est pas parce que les médias de masse en parlent plus ouvertement ou très peu dans des petits articles comme ça, du Journal de Montréal, que le problème est réglé par rapport à la crise, la gestion de crise. Donc, c'est ça que j'ai mentionné par rapport à ça. Merci de votre écoute. Au revoir.